Je regarde autour de moi, c'est sûr qu'en 2020-2021, il y a plein de chalets autour de moi qui ont été achetés. Là. Oui. Je regarde les prix que ces gens-là ont payés. Parce que quand il arrive des problèmes, il faut que tu aies des bonnes personnes autour à qui tu peux avoir confiance. Tu peux aller voir, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'électricité. Tout était à 2. Tout ce qu'ils possédaient, leur maison, tout était à 2. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la seule chose, c'est que la maison est à son nom à elle. Yves, Pierre-Alexis, je pouvais même pas m'imaginer. Pour les gens qui sont propriétaires, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des imprévus tout le temps. Faut pas qu'on se plaigne. Parce que oui, des fois, on travaille pas, mais quand on travaille, on est bien rémunéré. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir 3-4 emplois pour arriver, pour payer juste un 4,5. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de notre balado Dans ma cabane. Pierre-Alexis, ça va bien? Bien, toi? Oui, très bien. T'as passé un bon mois? Ouais, on s'est pas vu beaucoup, hein? Non, c'est un mois tranquille, mettons. Ouais. En tout cas, entre nous. Oui, exact. Beaucoup, c'est ça, exactement. Mais content d'être là, une deuxième fois. Oui, c'est le fun, certain. Puis on a un invité de marque encore. Oui, absolument. Je vais faire un peu le parcours tantôt, 2 secondes. Absolument. Je fais juste pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, nous écoutent, nous rappeler un peu la mission de notre podcast. Ce qu'on s'est donné comme mission. Donc, la mission est relativement simple, c'est de discuter d'immobilier avec des personnalités publiques que vous connaissez, mais vous connaissez pas leur parcours immobilier. Donc, c'est l'objectif de vous en parler, puis d'avoir une discussion sans un cadre particulier, mais évidemment de faire un petit peu le recap de ce que tu as vécu, Éric, à travers ta vie en immobilier. Donc, c'est l'objectif. Puis on veut là-dedans être capable aussi de... si on est capable, de faire apprendre des choses, de l'expérience de nos invités, être capable d'aller chercher des expériences concrètes, du vécu qui peut être appliqué, on l'espère, à une ou des personnes qui nous regardent, nous écoutent. Pour ceux qui croient qu'une personne peut être performante dans plusieurs domaines en même temps, tu l'as dit, notre invité l'incarne ce soir, c'est Éric. Éric Auziel, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Quand tu m'as appelé, j'ai trouvé ça une vraiment super bonne idée. Vraiment. Oui. Parce que, tu sais, il y a 10 ans, c'était nouveau les balados. Oui. Maintenant, on se copie tous. Mais ton idée sort des sentiers battus. C'est son idée. Ça vient de idée lui. sort des sentiers battus. Et c'est le fun. Puis d'emblée, je t'ai dit oui. Ouais. Parce que oui, c'est vrai que j'ai avec le recul, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, mais oui, j'en ai un parcours dans l'immobilier. Ouais. Et quand on a fait la pré-entrevue, j'ai dit, j'en ai tout un parcours dans l'immobilier. on y arrive. Ouais. D'abord, juste pour le bénéfice de tout le monde, tu es un homme de télé, tu es un homme de cinéma, tu es un homme de radio, tu es un entrepreneur, tu as été un producteur. Mais tout ça, là, je vais juste, pour le bénéfice, encore une fois, de tout le monde, juste faire une espèce de petit résumé de ta carrière. Et ça me prend une feuille. Sincèrement, il y a trop à faire. Alors, on va juste commencer par la télé. Tu as joué dans 18 productions, dont... Plus ou moins. Oui, j'en ai décompté plus ou moins, 18. c'est ça. 18, dont 9 volets de la série Lancez compte. Ouais. Puis d'autres dans des séries connues. Puis je pense à 19-2, Omerta, Random, Virginie, Caméra Café. Tu as joué dans ces séries-là. Ouais, la dernière grosse que j'ai faite, c'était 19-31. C'était District 31. District 31, exactement. Au cinéma. Tu as fait la même chose, des productions canadiennes, québécoises, mais aussi américaines. Tu as joué au Québec Marc Messier et Céline Bonnier. Et aux États-Unis, les productions américaines, je ne devrais pas dire aux États-Unis, mais les productions américaines, tu as côtoyé des grands comme Robert De Niro, Sharon Stone, Eddie Murphy. Tu as travaillé avec ces gens-là. Je reprends ma feuille parce qu'il y en a trop. Depuis 2017, et là, tu es encore le cas. Chroniqueur, collaborateur, animateur radio à BPM Sport, je vais dire 91 de Sport. Quand tu m'as engagé, c'était 91 Sport. C'est vrai, exactement. Et maintenant, c'est BPM. C'est BPM, exact. Et puis, tu es un entrepreneur. Tu es représentant de marques sportives. Et là, tu es à ton compte, donc entrepreneur. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, tu as aussi produit du théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre en été, en région, puis j'en ai aussi fait ici à Montréal et sur la Rive-Sud. Fait que je suis un gars qui est curieux, ouvert, qui dit beaucoup oui quand on lui propose quelque chose. Et je crois que parfois, c'est pas inintéressant de sortir de ma zone de confort. T'as confiance pour le faire aussi quand tu veux sortir? Souvent, c'est de l'insouciance. Ah, OK. Quand on m'a proposé de commencer à faire des chroniques à 91.9, j'avais jamais fait ça. Donc,
c'était l'enthousiasme qui me disait « Hey, j'aime le sport, j'aime parler de sport avec mes amis. » J'avais déjà une certaine expérience avec 110 J'ai fait j'ai fait les 110 pendant toutes ces années-là. Ouais. Mais là, de dire, je vais amener un sujet, 2 sujets, 3 sujets tous les matins, faire le commissaire, puis donner une chronique, j'avais jamais fait ça. Puis j'ai découvert une passion, j'ai aimé ça. Puis, tu sais, le micro, c'est un privilège. Puis après ça, ben, il est arrivé d'autres choses. Mais oui, tu m'as offert parfois des remplacements d'animation. Puis ça, ben ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort parce que c'est un métier. Oui, c'est un métier. Alors, mais je crois que, oui, des fois, on se remet en question, on se dit pourquoi j'ai embarqué là-dedans, pourquoi je fais ça. C'est un petit peu comme l'immobilier. On a toujours une appréhension. Mais je pense qu'il faut être dans l'action. Parfait. Mettons de côté la carrière médiatique. Oui. Concentrons-nous sur la volet immobilier de ta vie. Oui. Encore une fois, c'est une longue liste. Tu as été locataire. Tu as eu des maisons. Oui. Tu as eu un immeuble à logement. Oui. Tu as eu un chalet. Oui. Tu as eu à jouer le rôle de mandataire dans ta vie. Oui. Il y a une séparation. Tu as des rénovations sur une maison. Oui. Tu as acheté et vendu des maisons avec et sans courtier. Oui. C'est beaucoup. Mais commençons par là, sans courtier. En 86, tu achètes ta première maison. Ouais. En 88, donc 2 ans plus tard, tu la revends, mais cette fois-ci sans courtier. Ouais. Pourquoi? L'insouciance, encore une fois. L'insouciance. Écoute, j'ai acheté une maison. Ma carrière d'acteur a commencé à l'été 85. Avec Lancé Compte. Puis, on a tourné beaucoup, puis on a fait des bons cachets. Et j'ai pas pris connaissance que les cachets, les salaires que j'avais, il n'y avait pas de revenu d'impôt à ce moment-là. Et c'est toujours la même chose. On est pigiste, donc on n'a pas d'avantages sociaux, mais on n'en paye pas non plus, on ne contribue pas. Alors, moi, me retrouve avec un certain montant d'argent, puis je me dis, ben, hey, je vais m'acheter une maison, tu comprends? Et puis, j'ai acheté un semi-détaché. Un agent m'a fait visiter, m'a encadré, m'a pris par la main, puis m'a fait visiter plusieurs maisons dans mon budget à Boucherville, parce que j'ai grandi à Boucherville. Je voulais être avec mes amis à Boucherville. Et puis, après 2 ans, mais là, après la première année que j'ai acheté, là, je me suis rendu compte que j'avais de l'impôt à payer, là. Alors, j'ai fait, OK, j'ai quand même pas mal d'impôts à payer parce que j'ai pas mis de côté. Moi, j'ai tout dépensé. C'était le fun. Et j'ai fait, OK, ben là, mon train de vie, il est serré. Puis, je rappelle aux gens, parce que là, on se scandalise des taux d'intérêt des derniers mois. Il était à 10 % à ce moment-là, les taux d'intérêt. Toutes tes autres transactions, sauf une, tu les as fait avec les courtiers. Tu as donc, je dirais, compris l'importance d'être bien accompagné dans une transaction immobilière. Oui, parce que j'ai été chanceux, ça s'est bien passé. La personne qui a acheté a jamais eu de problème avec le semi-détaché que je lui ai vendu parce que c'était pas quelque chose que j'avais fait construire moi-même. Je connaissais pas... tu sais, il y a les vis cachés, ça, on en parlera. Il y a toutes sortes de défis qui peuvent se présenter à l'achat ou dans la vente d'une maison, à l'inspection d'une maison. Fait que moi, j'ai dit, garde, je te la vends telle quelle. Et puis, on avait fait les papiers ensemble, puis on avait été notarié tout ça. Puis bon, ça s'était bien passé. Après ça, j'avais quand même réalisé que oui, c'était bien de dire j'ai besoin juste d'un acheteur, mais il fallait gérer toutes les personnes qui m'appelaient. Il fallait gérer les visites. Il faut gérer tout ça, puis c'était de la gestion. Ouais. Et comme je te dis, je voyais que les taux d'intérêt montaient. Il était temps que pour moi que je le vende parce que j'avais pas bien calculé mon affaire. On va voir au cours du podcast pourquoi ça a été important de te faire accompagner. On fait le saut dans le temps, 12 ans plus tard. Là, tu achètes pas une maison, mais un chalet. Oui, parce que une fois que j'ai vendu cette maison-là, je suis redevenu locataire à travers les années. OK? 12 ans après, parce que quand on a fait la pré-entrevue, tu me disais, il y a souvent des grands moments dans notre vie qui déterminent pourquoi on achète. Oui. Moi, c'était à ce moment-là d'avoir rencontré une personne, ma conjointe, avec qui on allait avoir des enfants. Fait que ça a motivé de se dire, ben écoute, on va acheter. Mais nous autres, on a fait ça à l'inverse. On a acheté un chalet avant d'acheter une maison. Mais encore là, est-ce que vous avez fait preuve d'insouciance dans la mesure où acheter un chalet, là, tu as des questions d'environnement, de bandes riveraines, de règlements municipaux qui sont particuliers, je ne sais pas, moi, de certificats de localisation qui sont plus ou moins justes. En tout cas, tu vois le genre de questionnement qu'on ne sait pas quand on l'achète. On était accompagné par un agent, un courtier immobilier, la courtier immobilier de la région. OK.
OK? À ce moment-là, je me rappelle très bien son nom, Barbara Coron, c'était la personne qui contrôlait le marché. Et puis, elle nous en a présenté et elle nous en a fait visiter des chalets. Puis il y avait toujours quelque chose qui achoppait. Tu comprends? Oui. Puis là, à un moment donné, elle nous a dit, écoutez, je peux vous montrer un chalet qui aurait besoin d'amour et probablement besoin d'être détruit, puis vous pourriez le reconstruire. On est allé le voir. Je te le dis, Yves, là, c'était trop pour nous. Là. Il fallait vraiment me mettre à terre, puis c'était un chalet en très mauvais état, puis on n'avait pas. Fait que là, en désespoir de cause, elle nous a dit, mais il y a quelqu'un que je connais, que ça fait 2 ans, que j'ai le représenté, il ne l'a pas vendu, appelez-le. Elle nous a comme dit, allez-y, appelez cette personne, voir. Alors, on a appelé la personne et on a fini par l'acheter, son chalet, mais sans ce courtier immobilier qui nous a dit, allez le voir. Okay. Parce que lui, là, il n'y avait plus de pancarte, mais il n'habitait plus le chalet. Okay. Alors, mais là, on a été accompagné par notre institution financière qui nous ont dit, bien, si vous voulez acheter ça, ça prend tel type de document. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Parce que le vendeur était compliqué. Oui, ça le vendeur était compliqué. Ça part comme ça. Je te donne un exemple. La première fois que je l'ai appelé, bonjour, monsieur Intel, je me présente, j'ai vu votre maison de l'extérieur, on m'a dit que vous étiez peut-être à vendre, on serait intéressé à vous rencontrer puis aller la visiter. Fais-moi une offre. OK. Oui, mais j'aimerais la visiter. Fais-moi une offre, me déplace pas. Il habitait plus dans le coin. Okay. Fais-moi une offre. Non, je peux pas vous faire une offre à distance. Je l'ai jamais vue. Fais-moi une offre, me déplace pas. Je me déplace pas en bas de temps. OK, mais y a-tu quelqu'un dans le coin qui a une clé où je peux aller la voir? Tu comprends? C'était compliqué. C'était tout le temps compliqué. On y a fait finalement, on a réussi à avoir le chalet, à le visiter. On l'a fait inspecter par quelqu'un qu'on connaissait. On y a fait une première offre. Il a pété les plombs. Lise de tabarnak de calice, de tabarnak de calice, de tabarnak. Je t'avais dit de pas me faire déplacer en bas de ça. Je dis, vous avez fait une offre, vous pouvez faire une contre-offre. C'était compliqué avec le monsieur. Finalement, on a fini par l'acheter sans garantie légale. Puis est-ce que là, ça a été compliqué après aussi? Non, parce qu'on a été accompagné, comme je te dis, par... puis on savait que la maison avait des... Pas que la maison avait des vis cachées, mais on savait que la maison, le chalet, avait été fait, un premier chalet, un premier c'est-à-dire une première finition. Après ça, il y avait des rajouts. Okay. C'était des chalets dans le temps, dans cette époque-là, où, dans les années 50 et 60, les gouvernements de l'époque te donnaient des terrains, mais tu devais construire en certain temps. Fait qu'il y avait beaucoup de familles. C'était le coin pas loin de Tremblant, où il y avait les Lemaire, les Tardifs, les joueurs de hockey. Oui. Ils étaient dans ce coin-là. Ouais. Fait que on a fini par l'acheter, et puis on a été accompagnés. Et là, moi, j'ai été voir la municipalité. Qu'est-ce que ça prend au niveau du champ d'épuration? Est-ce que ma fosse septique est conforme? Oui, s'il vous plaît, venez mettre les pastilles pour qu'on puisse voir si ça s'écoule. Tu sais, j'ai voulu m'assurer qu'on achetait quelque chose à moindre risque. Ça s'est bien passé après, mais ça a été compliqué au niveau des documents. Mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de démarches pour être capable d'arriver à avoir l'esprit tranquille et une transaction tranquille. Oui, exactement. Et c'est pour ça que, après ça, toutes mes autres transactions, ou presque, ont toujours été avec des courtiers immobiliers. Qui, eux, t'ont accompagné là-dedans et ont fait le travail. Oui, parce que tout un travail, puis les lois changent à travers les années. Les lois changent, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est le déménagement, parce qu'acheter ou vendre, c'est un déménagement. C'est déjà un grand stress. Tu sais, t'as les deuils, t'as les déménagements, changement de carrière, c'est des grands stress. Fait que t'es toujours... Puis ça dépend des personnalités aussi. Il y a des personnalités qui vont dire, moi, je suis capable seul, puis moi, je vais faire les recherches. Puis moi, j'avais pas ce temps-là, puis je suis pas structuré de cette façon-là. Alors, j'aime faire confiance. J'aime faire confiance à quelqu'un. J'aime être accompagné de ce côté-là. Fait qu'après ça, ben, on a toujours fonctionné. À ce moment-là, il y avait le régime d'accès à la propriété. C'était à peu près le seul programme d'aide qui existait. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Ça veut dire, toi, tu sors des économies, mais tu es aussi encore en statut de travailleur autonome. Oui. Donc, tu n'as pas de garantie de revenu qui est là. Non, et parce que ma conjointe, qui avait un revenu garanti, qui travaillait pour, à ce moment-là, on appelait ça des commissions scolaires, maintenant des centres de services, elle avait un revenu, donc ça nous a assuré, parce qu'on l'a acheté ensemble, ça nous a assuré d'avoir un prêt avec l'institution financière, avec Desjardins. Et puis, eux autres nous ont accompagnés, puis je me rappelle... la personne qui m'a accompagné pour plusieurs achats de maison après ça, il s'appelait Claude Desjardins. Claude m'avait dit, Éric,
tu perdras jamais avec l'immobilier. Go, fonce. On va te supporter là-dedans. Et c'était la caisse de sécurité du spectacle des artistes. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils se spécialisent là-dedans. Ils ont des clients parce que où ils sont basés présentement, ils ont déménagé. Écoute, maintenant, je fais toutes mes transactions en ligne. Je ne vais plus à la succursale. Mais j'ai déjà posé la question il y a quelques années. Ils ont aussi des gens d'affaires qui travaillent, parce qu'ils sont dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Jacques. Fait qu'ils ont des gens dans le coin, là, puis ils n'ont pas que des artistes, mais ils ont commencé principalement pour les artistes. Intéressant. Alors, mais tu sais, c'est pas parce que tu étais membre de l'UDA que tu avais un taux préférentiel. Non. Mais peut-être que dans l'étude de ton dossier, bon, écoute, on va peut-être t'aider. En fait, ils sont plus sensibles. Ils connaissent la réalité. C'est ça, exactement. Ils sont plus sensibles à la réalité des gens. Oui, c'est ça. Donc, puis oui, on a utilisé le RAP, le RAP. Qui existe encore d'ailleurs. Qui existe encore pour. Donc, ça nous a permis. Puis rapidement, moi, je te dirais que, tu sais, comme étant pigiste, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. On n'est pas garanti de notre revenu. Alors, quand j'ai eu des bonnes années, quelques années après, j'ai fait une quittance sur le... Oui, tu as 15 ans pour le rembourser. C'est ça. Fait que ça a été, je te dirais, un excellent investissement. Et quand tu dis que tu as une bonne transaction, donc le prix payé versus la valeur d'aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. Comme bien des cas, dans bien des cas. Non, parce que premièrement, c'est un bord de l'eau, c'est un droit acquis. OK? Je suis directement sur l'eau. J'ouvre ma porte patio et je suis à 5,5 pieds du lac. C'est un droit acquis certifié dans le certificat de localisation, etc. Oui. OK. Oui. Alors, dire qu'aujourd'hui, la Ville ne permettrait plus de le faire. Jamais. Selon zonage. Jamais. Okay. Jamais. Donc, si jamais je décidais... si jamais, ce que je comprends, vous pourriez me corriger, mais ce que je comprends, c'est que si jamais il y avait un incendie et que je devais reconstruire, je ne pourrais pas reconstruire à même endroit. Je devrais reconstruire un petit peu, tu comprends? Alors, si j'avais décidé, quand j'ai fait mes rénovations, de jeter le chalet à terre, puis de le reconstruire, je ne pourrais pas le construire. Là. Là, il aurait fallu garder un mur. Il y a des nuances qui sont un peu... Il y a des subtilités, mais ce que je veux dire, c'est que l'investissement à ce moment-là, qui paraissait énorme pour nous, c'était des pinottes à comparer à ce que ça vaut maintenant parce qu'il y a la rareté, le bord de l'eau, tu comprends? Fait que c'est Moi, je me plais à dire aujourd'hui, je ne pourrais pas me racheter. Mais je pense que la plupart des gens, c'est ça. Exactement. Non, mais je regarde autour de moi, c'est sûr qu'en 2020-2021, il y a plein de chalets autour de moi qui ont été achetés. Là. Oui. Je regarde les prix que ces gens-là ont payés. Puis ce qui est intéressant, pas tous, mais il y en a beaucoup. Mais la pandémie a été extrêmement intéressante pour ça. Tout le monde voulait sortir des grands centres. Ou pas intéressant. Ou pas intéressant. Oui, c'est ça. Ça augmente pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Raison. Oui, pour l'acheteur. Mais je te dirais qu'à peu près 10 ans après que j'ai acheté, moi j'ai acheté en 2000, OK? Le chalet, on l'a acheté. Je vais utiliser le on, parce que je ne l'ai pas acheté tout seul. On l'a acheté avec, qui est devenue la mère de mes enfants. La mère de mes enfants, on l'a acheté à deux. Puis peut-être 10 ans après, il y a plein de gens qui ont décidé d'acheter des chalets. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les 4-5 premières années, ils venaient beaucoup. Quand ils ont commencé à moins venir parce qu'ils ont eu des enfants, bien, ils leur vendaient parce qu'ils disaient l'investissement est bien trop gros pour le peu qu'on en profite. Ouais. Nous autres, écoute, je vais être transparent, on l'a payé 70 000. En 2000, oui. Ouais, évidemment, ça vaut plus ça aujourd'hui. Mais moi, les années après, il y a eu des périodes où j'allais pas beaucoup au chalet, on n'allait pas beaucoup au chalet. Ça faisait pas mal au cœur à ce point-là que quelqu'un, 10 ans après, qui a acheté un chalet pas loin, se sent obligé d'y aller. Qui l'a payé 200 ou 300 ou 400, peu importe. Qui chaque mois voit de l'argent partir de son compte qu'il n'utilise pas. Et moi, les premières années, je contestais tout le temps le rôle. Parce qu'on m'envoyait. Je disais, attendez une minute, moi j'ai acheté un chalet. Pas terminé, entre guillemets. Il y a ça. Venez voir. Ils venaient voir, OK, d'accord, on va. Tu sais, je contestais tout le temps. À un moment donné, je dis, j'avais arrêté de contester parce que tôt ou tard. Ils vont mettre un franc. C'est ça, exactement. Fait que, il y a ça aussi. Mais d'avoir un chalet, de gérer à distance un chalet, c'est aussi. C'est pas évident parce que quand il arrive des problèmes, il faut que tu aies des bonnes personnes autour à qui tu peux avoir confiance. Tu peux aller voir, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'électricité. Oui, parce que ton temps de réaction n'est pas le même que si tu étais à côté. C'est ça. Ça joue pour beaucoup. Mais encore là, comme je te dis, quand il y avait des imperfections,
on ne l'avait pas acheté très cher. Je fais un saut dans le temps un peu, ou un moment un peu moins drôle de ta vie, où est-ce que tu as été obligé de prendre un mandat, on appelle ça le mandat d'inaptitude, là, mais c'est le mandat de protection, et là, tu partais de zéro, là, où il n'y avait aucun document légaux qui planifiait la suite des choses pour tes parents. Oui, exactement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ma mère était en pleine forme. Mon père était plus hypothéqué. Il était placé. Puis, disons qu'il était plus... il avait commencé à faire de la démence. Okay. Et puis, ma mère était en pleine forme, mais subitement, en 6 semaines, elle est tombée malade et en 6 semaines, elle est partie. Il a fallu se retourner rapidement. Je me rappelle, au CHUM, au palliatif, on a fait venir elle était encore lucide, fait venir un notaire qui a réussi à faire des petits changements au testament. Mais le testament existait, j'étais exécuteur testamentaire, mais on n'a pas fait les changements au niveau de la paperasse, au niveau que tout était à 2. Tout ce qu'ils possédaient, leur maison, tout était à 2. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la seule chose, c'est que la maison est à son nom à elle. Je sais pas comment ça a passé, ça, mais la maison est à son nom. Mais mon père avait pas de mandat d'inaptitude. Je pouvais pas vendre la maison sans avoir un mandat d'inaptitude. Tu comprends? Alors, ça a été compliqué parce qu'il a fallu... Ça faisait quoi comme démarche? C'est de faire de demande auprès d'un juge. Donc, de faire affaire avec un notaire qui fait la demande auprès d'un juge. Donc, il y a une étude de dossier, j'imagine, qui ont été au centre de soins de longue durée, vérifiés pour s'assurer. Puis, quand j'ai eu le mandat d'inaptitude, là, après, avec mon frère, il a fallu décider qu'est-ce qu'on fait avec cette grosse maison. Tu comprends? Qui est à eux. On aurait pu la racheter, on aurait pu la vendre à quelqu'un de la famille. Puis on s'est entendu dire, tu sais quoi, on va... Parce que là, on savait qu'il y avait aussi des sous à investir. C'est une maison qui avait été construite, une maison neuve qui a été construite en 1971. Okay. Une grosse maison. Okay. On était rendu en 2012, 2013, 2014. Il y avait des travaux à faire dessus. Et puis, on s'est dit, on est peut-être mieux de la vendre. Alors, il a fallu que je m'occupe de toute cette partie-là, qui est pas facile parce que, tu sais, il y a le côté émotif. Oui. C'est la maison où j'ai grandi, la maison de mes parents. Mon père était encore vivant, ne pouvait pas retourner dans cette maison-là. Et puis, juste le décès, puis exécuter un testament au Québec, c'est long. Parce que j'avais l'impression que c'était tout le temps comme le gouvernement se positionne en disant on veut s'assurer que tu ne voles pas personne. Non, je ne vole pas personne, là. Mais ça peut arriver, tu comprends? Puis il y a toute la famille, puis il y a tout ça. Puis alors, il y avait ensuite aussi, on s'est dit, on va faire des petites... J'ai fait appel à un courtier immobilier, une amie qui m'a dit, écoute, moi, je te conseille de faire tel et tel petits travaux dans la maison pour la rendre plus facilement vendable. Puis aussi, ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, c'est que quand tu vends la maison de tes parents, il n'y a pas de garantie légale dessus. Non, tu ne l'habitais pas. Je ne l'habitais pas. Exact. Donc ça affecte le prix qu'on peut demander. C'est sûr que ça affecte le prix. Ça affecte le prix. Fait qu'on a fait faire des travaux. Et puis après ça, avec un courtier immobilier qui est une amie, puis en plus, l'autre nuance, c'est qu'à ce moment-là, j'habite sur la Rive-Nord. La maison est sur la Rive-Sud. On est dans l'époque où ça commence de plus en plus compliqué sur les routes. Peu importe, là. On n'a pas commencé à faire le tunnel, mais c'est compliqué anyway. Fait que là, moi, me déplacer puis aller faire visiter, là, elle est là. Elle s'en occupe et vous avez la nouvelle façon de fonctionner. On met un cadenas. Donc, la tu sais, il y a des nouvelles façons qui te rendent la vie beaucoup plus facile. Puis on t'appelle seulement quand il y a quelque chose de concret. S'il n'y a pas rien de concret, il n'y a pas de problème. J'ai une visite demain, après-demain. S'il n'y a rien de concret, OK, ils l'ont vu, ils vont revenir, d'accord. Fait qu'ils n'ont pas j'ai pas à dealer avec des acheteurs potentiels. Moi, j'imagine que, puis Pierre-Alexis, tu as certainement ça dans ta pratique. Le conseil à donner aux gens, c'est de se préparer à ça, de voir venir les choses et de ne pas attendre que le moment difficile arrive pour se revirer de bord. Ouais. C'est un très bon conseil, puis on ne sait jamais à quel moment ça peut arriver. Puis tu sais, dans ce cas-là, ça s'est bien terminé, mais moi, je peux te dire que ça a été... quand on est dedans, là, quand j'étais dedans, je faisais comme ça se peut pas, là, tu sais. Faut composer avec le deuil. La personne qui est partie.
le deuil de mon papa qui n'était plus mon papa comme je l'ai connu. Oui. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Oui. Fait qu'aller le visiter au centre de soins de longue durée, c'est pas évident. T'occuper de la maison. Comme je te dis, moi, j'ai des jeunes enfants à ce moment-là. J'ai fondé une jeune famille. M'occuper de ça. Ma carrière. Il y a plein de choses. Puis c'est là que un courtier immobilier, dans ce cas-là, dans cette transaction-là, ça fait comme... ça m'enlève un petit peu de poids à ses épaules. Et Il te guide. le guide, je lui faisais confiance à Marie-France parce que je voulais un prix, puis elle me disait, tu n'auras pas ce prix-là. Tu l'auras pas, ce prix-là. Parce que la maison a besoin de... Tu sais, les gens qui vont l'acheter, ils vont stripper tout au complet. Oui, tu as fait du tape à l'œil, mais c'est une maison qui a été construite en 71, puis ils vont faire ils vont faire des changements. Ils vont en créer une maison air ouverte. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, tu comprends? Alors, et en plus, il n'y a pas de garantie légale. Fait que, tu sais, il y a eu de la pyrite. J'avais les documents pour prouver que la pyrite avait été enlevée dans le garage. Je les avais, les documents. Mais il a fallu que je cherche, tu comprends? Ouais. Il y a eu de la mousse, l'urée formaldéhyde. Oui, à l'époque. J'avais les documents comme quoi ça avait été enlevé. Mais ça, c'est un travail que ta courtière t'a fait faire à ce moment-là, Oui, de chercher les documents. elle Mais ça, exigeait. c'est parfait. Ça prend ça, là. C'est exact. C'est Tu sais, exactement parce ça qu'il qu'il faut pose faire. des questions Ouais. qui, éventuellement, dans le chemin, il y a Ouais. quelqu'un qui va te poser des questions. Ah, dans ce coin-là, on a su qu'il y avait de la pyrite. Est-ce que vous? Oui, on a les documents. Fait que c'est tout. Elle m'a accompagné beaucoup là. Mais ça, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce que non, il n'y a pas de garantie légale, mais il y a toujours la notion de dol. C'est-à-dire que si on ne donne pas les informations qu'on sait qu'on a, Ouais. on peut quand même se retrouver avec une problématique. Oui. Donc, le travail qu'elle a fait est excellent. Puis, je veux dire, une fois que tu as donné toute l'information, personne qui peut rien dire. Là. Alors, ça a été très, très bon pour nous autres, là, pour la famille, mon frère et moi. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, c'est comme avoir des enfants. Tu sais, il y a l'enfant rêvé et l'enfant réel, là. Tu sais, ils sont tout petits, puis ils sont comme moi. Puis à un moment donné, ben, chaque enfant a sa personnalité. Ouais. On a été des enfants rêvés, puis on est devenus des enfants réels. Là, tu comprends, on s'entend? Ouais. Alors, il y a le prix dans ta tête. Puis des fois, ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, c'était pas le prix que je voulais. Puis je regardais autour, mais je disais, hey, comment ça qu'elle s'est vendue? Oui, mais Eric, c'est pas les mêmes circonstances. Puis elle m'a donné des arguments. Je reviens à ton cheminement immobilier proprement dit. Tu as un chalet. Ouais. Et ta conjointe, ton ancienne conjointe de l'époque, vous décidez d'acheter un triplex. Oui, parce que là, nous, on vivait en logement. On s'est rencontrés, on a fait ça assez rapidement. On a acheté un chalet dans les Hautes-Laurentides. Et puis après ça, on s'est dit, là, on va commencer à regarder. Puis là, on a déjà un investissement et une hypothèque sur un chalet. Puis là, ça nous prend une deuxième hypothèque. Puis rapidement, en visitant des maisons, on s'est dit, ouais, là, une deuxième hypothèque, c'est peut-être un peu risqué. Parce que, je reviens toujours à la même chose, elle a un revenu garanti. Pas toi. Pas moi. Pas toi. Il n'y a rien qui me garantit qu'il va y avoir des 19-2 ou des Omerta ou des lancers-comptes ou peu importe. Là, il y a plein d'artistes et d'acteurs qui peuvent être des longues périodes sans travailler. Mm-hmm. Moi, j'avais toujours recours à mon entourage où j'allais travailler puis je faisais des travaux, soit dans la construction, soit peu importe. Mais c'est pas les mêmes cachets que travailler sur un plateau de tournage. Non. Toi, alors, on s'est dit, l'idée d'acheter un triplex ou un duplex, avoir des revenus, ça serait peut-être pour être mieux positionné face à l'institution financière, à Desjardins, pour dire, hey, est-ce que vous voulez nous aider, nous accompagner dans une deuxième propriété? Mais encore là, il faut faire le saut. Parce qu'encore là, tu n'as jamais été propriétaire d'un immeuble à logement. Donc, tu peux juste imaginer ce que c'est comme responsabilité et de suivi à faire. Yves, Pierre-Alexis, je pouvais même pas m'imaginer. Pour les gens qui sont propriétaires, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des imprévus tout le temps. Il y a des imprévus et on doit gérer à 95% du monde super génial qui te paye à temps. Fais un saut dans le temps parce que en 2015, 2016, 2017, une époque de ta vie un peu tumultueuse où là, il y a une séparation. Ouais. Il y a une séparation et tout comme tu l'as dit tantôt pour tes parents, je présume que tout était en commun à ce moment-là. Le chalet, le triplex. On avait tout à 50-50. On avait été conseillés de ne pas prendre d'assurance vie, de ne pas prendre parce que on avait de l'actif. On avait rendu en 2016, là, on a fait un petit saut. 2000, on a acheté le chalet. 2003, on a acheté le triplex. Et 2006 ou 2007, je pense, on a acheté une maison unifamiliale.
En plus? Oui. Oh, 2006. OK. Mais là, on habitait le triplex. Mais là, on était rendu à 2 enfants. Puis là, on voulait avoir un peu plus d'intimité au niveau de la cour. Puis on s'est dit, hey, il y a une maison pas loin de l'école où on voudrait que les enfants commencent le primaire. Donc, la pression financière est encore plus grande. Là, à trois unités, là. 3 Et propriétés. on s'est dit, le logement, le 5,5 qu'on habite dans le triplex, on ne l'habitera plus, mais on va avoir un revenu supplémentaire. Fait qu'on a fait nos calculs, puis on pense qu'avec les revenus du triplex, 3 logements, 2 5,5, un 3,5, puis tout ça, on est capable d'y arriver. Là. Ça a été le cas? Oui. Oui, on est arrivé. On est arrivé. OK. Tu sais, on a bien calculé, on est arrivé, puis comme je te dis, il y a eu des périodes où tu sais, quand tu travailles comme acteur, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais se plaindre. Faut pas qu'on se plaigne. Parce que oui, des fois, on travaille pas, mais quand on travaille, on est bien rémunéré. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir 3-4 emplois pour arriver, pour payer juste un 4,5. Tu comprends? Ouais. Faut pas se plaindre. Ouais. Je te dis pas que les conditions de travail, puis là, c'est pas le but du balado, je te dis pas que les conditions de travail des artistes ne doivent pas être améliorées. C'est pas ce que je dis. Parce que là, il y a eu un conflit qui est réglé. C'était très bien. Ouais. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai fait un choix que c'est ce que je veux faire dans la vie. Fait que quand je travaille pas, j'ai pas de revenus, ben, je vais me Tu l'assumes. Puis je vais aller travailler dans les bars, je vais travailler dans la construction, puis je vais aller faire telle affaire. Mais quand je travaille, j'ai des bons revenus, puis si je les gère bien, puis que je mets de l'argent de côté pour les impôts qui s'en viennent dans un an, puis je paye mon agent, ben je suis capable d'en avoir. Mais c'est une sagesse que tu as développée. On chante. Parce que j'ai pas fait de faillite, là. Non. J'ai juste fait « Wow! Ouais, c'est ça. Faut que je paye de l'impôt. OK? Ben, il m'en reste juste ça. Ben, tout ça, ça va à l'impôt. J'ai plus rien. » Fait que, OK. C'est ça. Donc, alors, tout ça pour te dire que, oui, on est arrivé parce que c'était encore abordable, les maisons. Ah, OK. 2006, Va c'était plus encore loin un peu. abordable. OK. Ben oui, c'était encore abordable. Je veux dire, je te donne un exemple. La maison qu'on a achetée 280 000 en 2006, elle a été revendue par mon ex, je pense pas loin de 600 000, 500, 600 000. Combien de temps après? 2006, 16? 2017. 10 ans. 10-11 ans. Puis imagine, après la pandémie, Ouais. ça avait été vendu. Ouais. Tu sais, alors là, je viens de divulguer son compte de banque. Elle t'appellera. Non, mais elle a acheté, fait qu'elle l'a pas ça, c'est pas grave. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, si on est pour faire un balado pour aider les gens, on va Ouais, dire des vraies c'est- affaires. ouais, là, c'est vrai. sinon, Ouais, ben, absolument. si on dit des Mais de toute façon, Eric, c'est public, c'est sur le registre foncier. ben oui, exactement. Il n'y en a pas de problème. Non, c'est- Il il y en a pas de m'enlever problème. toute une Ah pression. non, mais regarde-toi pas avec ça, là. Non, fait que c'est ça. Donc, oui, on a acheté, puis on s'est dit, on a commencé à se dire, ben, c'est quoi, on va faire de l'immobilier. On pensait pouvoir en acheter d'autres aussi, là, tu sais, parce qu'on s'est dit, on va regarder. Mais là, les prix ont commencé à augmenter après ça, tu sais. Là, on avait les bains pleines. On avait un chalet, on avait un triplex. Ça allait bien, là, au niveau des locataires, ça allait bien. C'était facilement gérable, je te dirais. Puis la maison unifamiliale, c'était aussi bien. Fait qu'on avait 3, là. Puis on était bien aidés par Desjardins. Arrive, comme arrive souvent, des épreuves dans la vie, une séparation Ouais. de ton ancienne conjointe, celle avec qui tu es copropriétaire, Oui. de cet environnement immobilier-là. Ouais. Qui dit séparation, dit donc partage. Et là, il y a toutes sortes de notions là-dedans. Il y a évidemment une question de valeur de chacune des propriétés. Il y a une question de partage en termes de valeur, qui prend quoi et combien on s'organise. Il y a une question, dans ton cas particulièrement, de résidence principale, résidence secondaire. Tu as un chalet. Alors là, il y a au niveau de la loi sur l'impôt, il y a des nuances à faire attention. C'est un méchant micmac, là. C'est un méchant micmac. Premièrement, je reviens encore à ce que je disais tantôt par rapport au décès de ma maman. Là, il y a le deuil que ta famille se brise. OK? Les jeunes enfants, là, ils ont quoi? Ils ont 10 et 12 ans. Alors, il y a ce deuil-là. Puis là, là, tu te dis, OK, là, on a 3 trucs en commun. Là. On a des enfants, c'est le bien le plus précieux qu'on a. Oui. Mais on a aussi ces 3 patentes-là. Là. Puis là, ça me tente plus d'avoir ces 3 patentes-là. Là. Tu comprends-tu? Ça me tente plus. Puis moi, le chalet dans les Hautes-Laurentides, c'était parce que mon ex-conjointe venait de ce coin-là. Fait qu'elle me disait, hey, on achète quelque chose dans ce coin-là. Oui. Moi, là, j'ai pas de lien
Tu comprends? J'ai pas de famille. Le lien, c'était elle. C'était elle qui avait Ouais, le c'est lien. ça. Puis moi, j'ai dit, bon, OK, d'accord. Puis on a vu cette opportunité de cette maison-là, sur le bord de l'eau. Bon, on a dit, OK, let's go. Alors là, je fais comme, non. Mais bon, la loi fait en sorte que tu as le droit à quelques séances de médiation payées par le gouvernement. Fait qu'on est allé en médiation. Et puis après ça, on s'est aperçu que c'était compliqué, puis qu'il va falloir qu'on continue la médiation, mais qu'on continue à payer nous-mêmes. Parce qu'on s'entendait pas. Mais Eric, étiez-vous marié à ce moment-là? Non, conjoint de fait. Conjoint de fait. Ouais. OK. Mais propriétaire conjoint sur Tout chacun était des 50-50. 50-50. Tout était OK. 50-50. Puis est-ce qu'il y a eu des instances de cours qui ont été mises en place? Parce que tu dis des médiations gratuites. Non, C'est dans quel cadre? Tu avais le droit à 3 ou 5 rencontres gratuites qui pouvaient te guider là-dedans. Par qui? Fourni par qui? C'est le gouvernement. Ah oui. C'est Mais le gouvernement. quel type de... C'était quel département? C'est la justice? Bonne question, c'est ma... OK, c'est Martine. Martine. Il y a effectivement plusieurs types de C'est médiations Martine gratuites. Mais... Martine qui avait déjà... Puis comment tu as trouvé ça, de la médiation? c'est Martine qui l'avait, parce que probablement qu'elle avait déjà commencé à Ouais. penser à son affaire. Faut qu'on se parle. À dire, voici le médiateur. Vaut mieux en rire quand vous en rire. C'est sûr. Exact. Alors, oui, elle a trouvé quelqu'un, puis on est allé voir, puis je pense que c'est 3 rencontres, peut-être. Écoute, on parle de 2016, là, 2016. Mais Alexis, te demandais comment tu as trouvé ça, la médiation? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Oui, OK. J'ai trouvé ça très bien, parce que finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, on avait de la difficulté à se faire confiance et à se comprendre. Cette personne-là ne prenait ni parti pour moi, ni parti pour elle. La notaire, c'était une notaire. C'était un notaire qui était... Ouais. OK. Et elle disait, c'est ça les faits. Voici. Donc, on a fait évaluer toutes les maisons. Voici les évaluations. Voilà comment ça vaut. Voici, c'est ça. Voici vos options. Voici. Bon. Dans les options, par exemple, j'imagine qu'il était question de voici combien j'ai investi dans telle propriété versus telle c'est autre. pour ça que je t'ai dit que j'ai trouvé ça très bien, parce qu'elle m'a annoncé, lors d'une des rencontres, mais tu sais, la maison que tu as achetée à 70 000 ou 73 000, là, ben, tu as mis tel pourcentage dessus dans mise de fonds. Fait que si tu veux la racheter, tu n'as pas à racheter 50 % tu as racheté 30 %. C'est vrai. OK, c'est intéressant, c'est intéressant. Et tu as mis de la rénovation. On a fait quelques bricolages, entre guillemets. Donc ça, tu peux aussi le rajouter. Fait que ce qui revenait qu'une maison qui était peut-être évaluée à ce moment-là, en 2016-2017, à 200 000, ben ma part n'était pas 100 000 à racheter, elle était peut-être 45 000, disons. J'ai fait, OK, je la voulais plus, mais là, un chalet, peut-être que je peux la garder pour la suite des choses. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'elle nous a aidé aussi à dire, par contre, la maison unifamiliale, moi, je la veux plus. La maison de Laval, je la veux plus. Et ce qu'on a proposé, ce qu'elle nous a proposé, mais gardez le triplex. Gardez-le comme... Ensemble. Et partagez-vous le chalet à la maison. C'est ça. Fait que faites une transaction, ce qui m'a permis, à ce moment-là, de me racheter une autre maison. Parce qu'il y a eu une transaction qui a fait en sorte que j'ai racheté à Martine sa part du chalet. Je lui ai vendu ma part de la maison unifamiliale et j'ai pu acheter une autre maison. Il a fallu être accompagné par la notaire, mais des courtiers immobiliers aussi, là. Tu comprends-tu? Absolument. Puis des évaluateurs aussi. Des évaluateurs, puis c'est ça. Fait que ça a été tout un processus qui est celui que plusieurs vivent, mais on avait quand même 3 propriétés ensemble. Le triplex est encore votre propriété commune? On l'a vendu quelques années après parce que, quand je t'ai dit 95-97% des gens qu'on a eu comme locataires, ça s'est bien passé. Dans la dernière année, on a eu quelques petits défis. Puis là, j'ai fait, OK, je pense que là, on était rendu en 2020. Pandémie. COVID. Ouais. Les prix commençaient à monter. On avait des petits défis. Il y avait de plus en plus de personnes. On avait une locataire qui avait des petits défis au niveau des paiements. On lui a dit, écoute, si tu veux, moi, là, on en profiterait pour rénover ce logement-là. On va te donner assez d'avis. Es-tu d'accord? Si tu pouvais te trouver quelque chose. Elle dit, oui, je suis d'accord. Parce que je lui disais, écoute, on voit bien, là, des fois, tu es 2 mois, 3 mois, 4 mois en retard pour payer. Fait que je trouve que je t'aide pas, là. On t'aide pas, tu sais. Est-ce que tu veux trouver quelque chose d'un peu moins dispendieux? Si tu trouves quelque chose d'un peu moins dispendieux, nous autres, on en profiterait pour rénover ce 3,5-là. Ben, je me disais, éventuellement, on veut vendre.
parce que il commençait à avoir des problèmes au niveau de certaines infrastructures, des entrées d'eau, des égouts. Tu sais, ça commençait à être un petit peu... T'es dans quel coin, Eric? C'était à Saint-Saint-Paul. OK. Alors, la pandémie est arrivée 2020, puis là, à un moment donné, ben là, c'était compliqué. Elle nous avait dit que oui, elle avait trouvé un autre logement, qu'elle s'en allait, puis finalement, elle n'avait pas trouvé, elle ne pouvait pas partir. Fait qu'on a fait OK, c'est compliqué. Puis le moment était propice avec, comme je te dis, 2020. Fait que décembre 2020, on a vendu le triplex. Puis c'est aussi pandémie, moins de travail. Mm-hmm. Puis pour moi, comme pigiste, c'était une belle opportunité de dire, regarde là, oui, on fait des... parce que l'avantage d'avoir une maison à revenus, c'est qu'il y a des dépenses qu'on peut déduire et des intérêts qu'on peut déduire pour nos impôts, là, les intérêts qu'on paye. Oui, mais tout ça additionné faisait, hey, on va prendre le profit, puis moi, comme pigiste, ça va me permettre de souffler un peu parce qu'on arrive 2020-2021, j'avais moins de travaux. Les plateaux sont... Mais il y en avait qui travaillaient, mais quand même, moi, à ce moment-là, je travaillais moins. Ta maison, t'as toujours ta maison de 2007, achetée en 2007? Non, 2006, je l'ai vendue. Excuse-moi, 2017. J'ai acheté en 2017. T'as vendu, donc tu te retrouves avec cette maison-là. Ouais. Puis aujourd'hui, on est quoi en 2024? Ça veut dire 7 ans plus tard. Là, tu as une réflexion par rapport à qu'est-ce que je fais de cette maison-là. Oui, c'est là que j'ai besoin d'un gars comme toi. Non, sincèrement, parce que là, je me suis dit, OK, j'ai rénové le chalet que j'avais acheté en 2000 avec ma nouvelle conjointe qui m'a aidé, qui a été d'une aide incroyable. Elle est arrivée dans ma vie, puis j'ai cette idée de rénover ce chalet-là qui n'a pas eu vraiment d'amour depuis 2000. Elle dit, moi, si tu veux, je peux t'aider. J'ai des connaissances. Puis grâce à elle, ses connaissances, puis sa détermination de faire en sorte que ce chalet prenne la valeur, ben on l'a rénové, ça a pris 2 ans et demi. Avec ce que ça implique, les gens qui ont fait des rénovations les matériaux, les menuisiers, les entrepreneurs, tout le monde a augmenté ses cachets puis ses prix. C'est correct. Ouais. On le savait en connaissance de cause, c'est qu'il n'y a pas de scandale là. Fait qu'on a rénové pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, l'intérieur au complet, on l'a refait, puis l'extérieur au complet, ça avait besoin d'être fait. Parce qu'on a découvert qu'il y avait des murs qui n'avaient pas d'isolation. On a découvert qu'il y avait des toits, dans le toit, il manquait des trusses. On a découvert que ça, c'était dangereux, c'était croche. Fait que, tu sais, l'investissement fait en sorte que maintenant, la valeur du chalet, elle a encore plus augmenté. Le but, c'était pas de le rénover pour le revendre. Le but, c'est de rénover pour avoir un peu plus de luxe, de l'habiter, de passer de chalet à maison de campagne. Mais encore là, c'est un univers qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas personne autour de la table, plombier, menuisier, plâtrier. Non. Alors, ça veut dire qu'il faut faire confiance à du monde. Ou encore, on fait beaucoup de recherches. On passe beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Moi, je te dis, là, ma blonde, là, si ça n'avait pas de elle, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais, je te parlais d'insouciance. OK, ça va être le fun, on va faire rénover ça, puis moi, je pense que ça, puis ça, puis ça. Elle est arrivée, elle avait des connaissances beaucoup plus que moi, connaissait beaucoup plus les lois. Au niveau des demandes de permis, au niveau de la municipalité, de ce qu'on peut faire et ne pas faire, des demandes de subventions au niveau d'Hydro-Québec si on met un thermopompe, si on change de système de choix. Plein de choses que, grâce à elle, on a bénéficié. Mais quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là doit donc compenser par de la recherche, compenser par des heures passées sur le web. Je te parlais tantôt on a tous notre type de personnalité. C'est quelqu'un qui peut s'asseoir à un ordinateur et puis passer 4 heures à prendre le temps de rechercher tout ça. Et ça, c'est pas banal. Fait que ça, je veux dire, on a été une bonne équipe là-dedans. On a fait une grosse partie de démolir et l'entrepreneur venait puis construisait. Donc, fait que ça, là, au bout de ce projet, ce chantier-là qui vient de terminer il y a quelques semaines, moi, ma réflexion, c'est, j'ai le chalet, mais j'ai aussi... puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été prendre une marge hypothécaire là-dessus pour le rénover. Parce qu'il n'y avait plus d'hypothèque dessus depuis très longtemps. Fait que, il était payé au complet. Il était payé au complet. Fait que là, j'ai fait OK, je reviens à ça encore, je suis pigiste. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. Alors, fait que là, maintenant, ma maison que j'ai à Laval, que j'habite depuis 2017, quand je me suis séparé, mon hypothèque vient à échéance au mois de janvier.
2025. Fait que ma réflexion est commencée, c'est je ne prendrai pas une hypothèque de 5 ans, j'ai éventuellement l'intention de probablement la vendre. Est-ce que c'est dans les prochains mois, la prochaine année? Je suis là-dedans. Fait que j'ai appelé le courtier immobilier qui m'avait aidé à l'époque. Ouais. Puis j'ai dit, écoute, et il m'a dit, t'es donc bien chic de penser à moi. Ben oui, moi, je suis comme ça. Tu m'as aidé, je te repense à toi, même si c'est 7-8 ans plus tard. Fait qu'il est venu, il m'a dit, garde, moi, je te conseille de faire ça. Puis quand tu seras prêt, fais-moi signe. Alors, il y a des petits trucs à faire. Tu m'en as parlé, on en a parlé. Ouais. Je peux en parler ouvertement parce que la personne qui va l'acheter, il y a de la grosse infiltration d'eau. La dénonciation est faite, là. Ça, c'est fait. Non, mais il y a un petit peu d'infiltration d'eau au niveau de la salle d'eau et je dois décider si je fais faire le drain français maintenant, que je le vends avec le drain français. Ou tu le dénonces, puis effectivement. C'est ça, j'ai compté ce qu'on a. Comment tu appelles ça, dénoncer? Oui, dénoncer. Une dénonciation, c'est dire. OK. Juste le dire. OK. C'est plus C'est un mot. C'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas rien. On le voit. Le sol a été bien construit, mais il y a de l'infiltration depuis que je l'ai acheté. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. Certains me conseillent d'appeler le propriétaire pour dire, écoute, tu m'as vendu quelque chose. Bon, tu sais, il y a toutes sortes de nuances que tu as besoin d'accompagner là-dedans. Alors, je pense peut-être la vendre éventuellement. Et puis... Oui, puis j'imagine que dans tes démarches, quand tu te mets à faire le tour des contracteurs qui pourraient t'aider, tous vont te dire que le drain français doit être fait au complet. Tout le monde, unanimement, j'ai fait venir 6-7 personnes. C'est ça, exactement. Ce qui est peut-être la solution. Ça, tu parles du drain à la maison. Oui, c'est ça, j'y ai compté. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est une méchante job, parce que c'est correct, le drain français, c'est une étape en tant que telle. Mais une étape d'une vie, le drain français. Oui, c'est une vie, une fois dans ta vie. Parce que tu as avant puis après. Ouais. Tu as tout ce qu'il y a autour qu'il faut que tu presses, puis il faut que tu replaces après. Ouais, c'est ça. Et les 3 étapes mises ensemble, c'est un méchant chantier. Tu sais, c'est tellement de nuances et de subtilités que moi, en tout cas, j'ai besoin d'être accompagné là-dedans. C'est clair. Ouais. Tu sais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me dire, premièrement, voici le prix que ça vaut, maintenant. Ouais. Tu veux pas aller à la pêche pour rien, me dire, gars, je vais demander ça. C'est ridicule. Ouais. Il y a un prix. Idéalement, on veut une transaction qui est gagnante pour tout le monde. J'ai le prix que je veux, qui est équitable, puis la personne qui l'achète, c'est une jeune famille ou une famille qui veut bâtir pour les 30 prochaines... Parce qu'il y a des écoles... Il y a des écoles autour. Il y a des belles écoles qui ont été construites, vraiment là, proches de plein d'accès, autoroutes, plein de trucs. Là. Il y a plein de trucs avantageux. Fait que tu te dis, une famille qui va vouloir et qui... Je me revois il y a 30 ans, tu te dis gagnant-gagnant, là, tu sais. Ouais. Mais pour une situation comme ça, Éric, le conseil, moi, que je te donnerais, c'est peut-être de tenter d'avoir un avis d'expert indépendant. Parce que c'est sûr que d'appeler des soumissionnaires, ils ont l'intérêt, évidemment, d'obtenir le contrat. L'expert indépendant va te donner la solution corrective la meilleure puis la plus... C'est quoi un expert indépendant? C'est un expert qui... Ça peut être un architecte, un ingénieur, évidemment, là, pas pour le drain. Oui, mais là, on parle de 1 000 $. Absolument, on parle de 1 000 $. 1 000 $ d'investissement pour faire venir quelqu'un qui risque de me dire, parce que je te laisse finir. Non, mais ça va, mais il n'y a pas de problème, mais c'est 1 000 $ qui va peut-être t'en faire sauver 20. C'est-à-dire que l'expert va pouvoir te dire la vraie solution corrective. Si c'est effectivement ce que les soumissionnaires te disaient déjà, tant mieux. Effectivement, c'est 1 000 $ de plus. Mais au moins, c'est 1 000 $ où tu as la situation, tu as l'idée claire de ce qu'il faut payer. Parce que le soumissionnaire, tu l'appelles puis tu lui dis qu'il faut faire le drain. Effectivement, il faut refaire le drain, on a envie d'avoir le contrat. L'expert indépendant, lui, va te dire ce qu'il en est vraiment, va te donner l'heure juste. Ça peut être 1 000 $ mis dans les airs, effectivement. Mais au moins, c'est 1 000 $ où on s'assure d'avoir la vraie réponse. Okay. Ensuite, une fois qu'on a ce devis-là, on va faire des recherches avec des soumissionnaires. On va en chercher 3, idéalement. Ouais. Puis on regarde celui, évidemment, qui nous offre le meilleur prix puis la meilleure qualité de travail. Mais je pense que c'est... Puis pour les gens qui nous écoutent, c'est souvent la meilleure solution. Puis les gens, ils pensent pas ça. Je donne un exemple. Dans ma pratique, on en a des gens qui vont vouloir refaire un mur. On se dit, moi, j'ai envie d'ouvrir la pièce. On n'appelle pas un ingénieur ou un architecte. On fait détruire le mur par un soumissionnaire. Finalement, c'est un mur porteur. Je vends 5 ans plus tard.
vous avez fait détruire un mur porteur chez vous, je vais vous réclamer le montant que ça coûte pour mettre la colonne qui aurait dû être là. Le soumissionnaire, il n'y a pas d'obligation, lui, de regarder ça. C'est l'expert indépendant qui aurait pu le savoir. C'est que c'est le genre de choses que je pense qui peut être intéressant. Ouais, c'est bon conseil. Mais oui, c'est de l'argent supplémentaire, ça, c'est sûr. C'est toujours ça le nerf de la guerre, là. Ouais. Des fois, c'est plus évident que d'autres. Là. Si ça coule, puis que c'est... Et là, évidemment, je suis pas expert non plus en droit français, mais c'est peut-être évident que ça Moi, je suis devenu, je suis devenu, ça, je sais. Mais tu vois, t'as la rumeur de la rue, des gens qui te donnent des conseils de bouche à oreille. Oui. Puis t'as des gens qui sont sur le terrain comme toi, régulièrement, et comme toi, puis qui ont vu plusieurs situations. Tout est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Puis c'est toujours de se protéger parce que Toujours. je veux, éventuellement, si je décide de vendre, je veux vendre tête reposée. Oui, je comprends très bien. Avec l'ensemble de ce qu'on vient de voir, de ton expérience avec l'immobilier dans ta vie, si on cherchait à trouver un fil conducteur et un conseil, ça serait quoi l'un et l'autre? Le fil conducteur, c'est dans la mesure où c'est possible. Parce que tu sais, je pense aux jeunes maintenant, là. Des jeunes là, qui commencent dans la vie. On ne parle pas nécessairement de 20 ans, là, mais on parle, tu sais, fin vingtaine, début trentaine. C'est sûr que... Rentrer dans le marché de l'immobilier, c'est un défi. C'est un gros défi. Ouais. Mais c'est dans la mesure où c'est possible, où ça peut être un risque calculé, pas un risque inutile, plongé. C'est beau? Absolument. Un expert indépendant. Expert indépendant, exact. Expert indépendant. Ben, merci beaucoup, Pas Eric. venu pour rien. Merci beaucoup de Pierre-Alexis. ta générosité. Puis longue vie à ma cabane. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Puis, on se donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 dans un mois. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Merci.